Bonjour et bienvenue dans Tipeee Talks. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de volatilité des collaborateurs, nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la marque employeur avec notre invitée Fanny Combat, qui nous partage astuces et stratégies pour aider les entreprises à se démarquer sur le marché de l'emploi. Haltérophile et entrepreneur dans l'âme, tu as cofondé une entreprise qui accompagne en fait les managers par rapport à la marque employeur. Bonjour Fanny Combat. Bonjour Alexandra. Alors, ma première question, ce serait de dire, mais en fait, tu as commencé ça en 2015, sauf erreur de ma part, c'était il y a presque 10 ans. C'était super novateur à l'époque. Comment tu as eu cette idée en fait ? À la base, j'étais à cette époque-là dans l'entreprise JobUp, que certains connaissent évidemment, une plateforme d'emploi. Et la réflexion était de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe sur les trends, les tendances du marché, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai un parcours plutôt orienté universitaire, mais orienté communication. J'ai fait un peu mes armes en marketing, évidemment. Et là, je tombe dans le milieu RH. Mais les contacts principaux que j'ai, c'est des recruteurs, c'est des RH, c'est des gestionnaires. Et on voit qu'il manque, en tout cas, une dimension ou une compétence qui est celle du marketing et de la communication. À l'inverse, marketing-communication manque de substance. Ils n'ont pas les histoires à raconter. Et là, en mettant ces deux mondes ensemble, c'est là qu'émerge la marque employeur. Alors, ça n'a pas été inventé par nous, c'est des mouvements qui existent déjà depuis bien quelques années en France, au Canada, en Angleterre. Mais en Suisse, en 2015, quand on commençait à approcher cette question, c'était vraiment nouveau. On est venu avec un concept, avec des idées qu'on a pu mettre vraiment concrètement sur des aspects très, très pragmatiques, mais le monde n'était pas franchement prêt en 2015. D'accord. Et moi, il y avait cette petite voix au fond qui me disait « il y a un truc ». D'accord. Il y a vraiment un truc. Donc, j'ai continué à faire des recherches, à donner des conférences, toujours au sein de JobCloud à ce moment-là, de JobUp, avec cette persuasion que ça allait donner quelque chose parce que je voyais vraiment l'intérêt de cette thématique-là. Donc ça, c'était la toute base. Ok, alors justement, si on revient sur la thématique, marque employeur. Alors marque, je pense qu'on comprend bien ce que c'est. Employeur aussi. Maintenant, quand on met ensemble les deux mots, marque employeur, c'est quoi exactement ? Quand on parle de marque, d'un point de vue vraiment théorique, on parle de la promesse. La promesse qui est faite aux clients, aux consommateurs. La marque employeur, en fait, c'est cette promesse qui est faite aux collaborateurs ou aux futurs candidats. La promesse sur différentes choses, ça peut être l'environnement de travail, la culture d'entreprise, les possibilités d'évolution de carrière, tous ces aspects qui font de l'entreprise un ou une employeur. D'accord, donc si je comprends bien, c'est comment l'entreprise elle arrive à se vendre d'une certaine manière. Elle arrive à se vendre, mais aussi elle arrive à se positionner et elle arrive à se définir en tant qu'employeur, plus que se vendre, parce que dans la dimension se vendre, il y a quelque chose de très fake presque. Ok. Ou en tout cas galvaudé d'une certaine manière, de dire on va mettre plein de paillettes là-dessus, on va essayer de le mettre sur une jolie table, faire une belle photo, puis bam, ça va se vendre. D'accord, donc en fait c'est comment je peux me vendre pour faire venir des gens chez nous. Mais pourquoi c'est important de faire ça ? Enfin, pourquoi il faut faire de la marque employeur ? Pourquoi il fallait faire de la marque employeur il y a 10 ans ou pourquoi il faut en faire aujourd'hui, c'est, je pense, une question qui est presque un peu différente. Aujourd'hui, on est dans une situation de pénurie quand même. On ne peut pas tellement passer à côté de ce sujet-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens sont moins engagés auprès d'un seul employeur, restent moins longtemps, ont beaucoup d'opportunités autour d'eux de pouvoir changer d'entreprise. Donc, premier lieu, c'est pour fédérer et motiver et garder ces collaborateurs actuels, leur donner envie de rester. C'est pas l'idée de leur mettre un boulet, toi tu restes ici et tu bouges pas. Et à l'externe, évidemment, c'est d'attirer les bonnes personnes qui correspondent à notre culture, à notre environnement, à notre mission en tant qu'entreprise. Donc ça répond, c'est vraiment une dimension qui répond à ces problématiques-là qui sont très, très actuelles aujourd'hui. D'accord, donc en fait, comme nous lisait Ludovic Bruchet dans un ancien épisode, effectivement, il y a cet aspect attirer, fidéliser, et puis cette problématique démographique aussi, parce qu'il y a de moins en moins de personnes sur le marché, si on ose dire ça comme ça. Mais est-ce que ça concerne toutes les entreprises ou bien parce que j'imagine les entreprises, tu sais, au niveau technique,
économique, évidemment, c'est peut-être beaucoup plus, le marché est plus tendu. Est-ce que ça concerne tout le monde ou bien c'est vraiment très ciblé sur on va dire un secteur particulier? Alors, la pénurie ou la marque employeur? La marque employeur. La marque employeur. La marque employeur concerne toute entreprise. Je fais souvent dans les conférences que je donne, je demande à l'Assemblée, qui dans l'Assemblée a une marque employeur? À lever la main, oui, non, lever la main, ou so-so, je sais pas, lever la main. Et la plupart des gens, ils sont un peu là, non, pas vraiment. Et je leur dis, vous avez 100% des personnes qui ont dit non ou so-so ont tort. Parce que 100% des entreprises ont une marque employeur. Ok. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'ils s'en chargent ou qu'ils s'en chargent pas, ça, c'est une autre question. Mais dès lors qu'il y a des collaborateurs qui échangent entre eux devant une machine à café, par email ou par Slack, c'est égal l'outil qu'ils vont utiliser, et qui parlent de l'employeur, il y a une marque employeur, il y a une réputation qui est en train de se mettre en place et il y a un ressenti. Et à partir de là, si on a compris ça, on sait que ça vaut la peine d'en prendre soin. D'accord, donc si j'ai bien compris, en fait, marque employeur, ça veut dire comment je peux attirer des personnes sur un marché qui est tendu, aussi essayer de les fidéliser en disant, écoutez, moi je suis un super employeur, venez travailler chez moi, vous verrez, vous allez bien, ça va bien se passer. Et à la limite, même les employeurs pourraient même parler de moi, on va dire de manière peut-être élogieuse, en tout cas positive. Mais maintenant, comment on fait pour faire ça? Enfin, c'est quoi les étapes finalement pour mettre en place cette marque employeur? Parce que comme tu disais tout à l'heure, les gens ils lèvent la main ou pas en disant tiens j'ai une marque employeur, mais j'en ai peut-être même pas forcément conscience. Je fais comment quoi? C'est quoi les étapes? Moi, j'ai une méthodologie que j'utilise et qui est une inspiration, on va dire, internationale. Parce qu'on a deux approches de la marque employeur. Il y a l'approche un peu plus française, qui est en fait de la marque, moi j'appelle marque recruteur. C'est comment je fais des campagnes de recrutement, comment je suis visible à l'externe pour attirer. La marque employeur englobe toute la dimension interne, donc comment je me comporte avec les collaborateurs en tant qu'entreprise, comment vont les collaborateurs, c'est quoi l'ADN de l'entreprise, qu'est-ce qui fait que chaque matin, moi en tant que collaborateur ou collaboratrice, je me dis je suis prête à mettre mon réveil à 5h du mat, à me préparer, à faire peut-être 1 heure ou 2 heures de route, à venir au bureau, à donner mon temps, mon énergie, mon génie à une entreprise. Pourquoi je le fais? Et la première étape, en fait, elle passe par là. Comprendre quel est ce feu qui anime l'entreprise, qui fait l'entreprise. Et ça, on passe par un état des lieux déjà. Ça passe par potentiellement une audit interne, une audit qui peut être qualitative, quantitative. C'est simplement, je dis aux managers et aux RH, allez discuter avec vos gens. Sachez c'est quoi leur levier de motivation, pourquoi ils se lèvent, pourquoi ils sont engagés sur un projet et pas sur un autre. Qu'est-ce qui se passe vraiment en eux? Donc du café connection, allez boire le café, et allez puis boire le café. Ça reste une valeur sûre. Ça c'est clair et en plus ça fédère, c'est sympa. Cette partie-là, elle est super importante parce que c'est vraiment de dire, ok, c'est quoi mon essence en tant qu'entreprise? L'ADN en fait. C'est quoi mon ADN? Et je leur dis, moi je veux pouvoir aller me balader dans les couloirs de votre entreprise. J'aime beaucoup travailler notamment avec l'industrie, parce qu'il y a quelque chose de très terrain, très concret, ou dans la construction. Je veux aller sur un chantier, discuter avec vos collaborateurs, puis comprendre ça, pourquoi ils sont au froid dehors, puis aller saisir ça. Et certains, ça va être simplement le salaire, on est d'accord. C'est pas de tomber non plus dans un monde d'utopie, de dire oui, c'est parce que XY. Non, des fois, c'est simplement le salaire. Mais juste de savoir ça et de comprendre comment ces rouages fonctionnent à l'interne, c'est super important. D'accord. Donc, se renseigner. Se renseigner, s'intéresser, aller écouter. Ouvrir un peu, moi je dis toujours un peu, ouvrir ses chakras, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une direction d'entreprise doit être prête aussi à aller écouter ce qui se passe, prendre le pouls de ses collaborateurs. La température. La température. Okay. Et à partir de là, on peut créer ce qu'on appelle une PVE ou une EVP dans le jargon de la marque employeur, à savoir c'est le Employer Value Proposition ou la proposition de valeur employeur. C'est des piliers. Comme on peut avoir les valeurs d'entreprise qu'on a beaucoup, mission, vision, attention, il y a aussi ces chartes et ces machins qui des fois veulent rien dire, mais... Oui, moi j'aime bien résumer, c'est les mots que vous avez sur le mur mais que personne connaît, c'est ça. C'est ça, voilà. Et là, ces piliers de la promesse employeur, c'est qu'est-ce qui fait que je suis différent de mon concurrent A, de mon concurrent B ou de telle industrie ou de telle autre entreprise à côté de moi. Mais en tant qu'employeur. En tant qu'employeur. Donc des fois, ça se regroupe avec certaines valeurs de l'entreprise globale, mais certaines, elles sont complètement à côté des valeurs. Et ça peut être simplement les opportunités de développement de carrière d'une entreprise.
qui est un pilier fort de l'entreprise. Et de pouvoir le verbaliser, le concrétiser, d'y donner des exemples super concrets, vraiment... Des cas d'école, quoi, finalement, de développement de compétences. C'est ça. Ouais. Et là, on vient définir ces piliers Okay. qui font la base de la marque employeur de l'entreprise. Une fois qu'on a ça, et qui n'est pas un travail non plus de titan, alors tout dépend de la taille de l'entreprise, l'historique, etc., mais qui est un travail ultra important pour ensuite pouvoir la décliner. Une fois qu'on a ça, on peut savoir comment on communique à l'interne et sur quoi on communique, comment on communique à l'externe et sur quoi on communique, où c'est qu'on a des manquements. Ouais. Dans les parties d'audit, généralement, c'est vrai que moi, je peux constater qu'il y a certains sujets qui sont problématiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise? Soit pour les régler, soit pour dire, OK, on n'est pas à niveau là-dessus. Pour le moment, c'est comme ça, mais on le communique clairement. Et ne pas essayer de cacher la merde au chat sous le tapis et dire non, mais c'est génial chez nous, venez, tout est parfait, puis qu'en fait, on débarque chez vous, puis que c'est la gabegie. C'est un peu compliqué. Donc, tu parlais de ces 3 piliers, enfin, c'est vraiment c'est unique selling proposition, si j'ose dire ça comme ça. C'est du USP, c'est ça, oui. Tu parlais du développement de la carrière, hein, on vous amène à tel endroit, on développe vos compétences, etc. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de piliers qui on pourrait s'inspirer? J'imagine quelqu'un qui écoute ce podcast qui se dit « Ah ouais, ça j'avais pas pensé, mais il y a ça ». Est-ce que tu aurais d'autres exemples? Dans les piliers de la PVE ou de la marque employeur, on retrouve évidemment tout ce qui est avantages collaborateurs, compensation, les bonus, les salaires, etc. Donc là, c'est tout un chapitre, Compenben, hein, qu'on appelle dans le jargon RH, qui est un chapitre en soi où on peut vraiment s'intéresser de plus près à ces sujets-là. Aparté sur le sujet des avantages collaborateurs, j'aime bien rappeler aux RH notamment qu'il y a 2 types d'avantages, à savoir ceux qui attirent, où là, on peut retrouver des choses un peu sexy. Ça peut être des voitures de fonction, certains... Je sais pas, ça peut être le télétravail. Hein, des vacances, par exemple? Des vacances, ça peut être des vacances, ça peut être des choses qu'on a gratuites, etc. Il y a certaines choses qu'on va sentir que les gens viennent plus pour ça et disent « Ah oui, c'est génial, ma LPP, elle est à temps ici, etc. » Puis il y a les avantages qui font que les gens restent. Okay. Et je le vois, la différence, c'est quand je vais discuter avec des collaborateurs, puis je leur dis « Mais quels avantages sont proposés par l'entreprise ?» Et que souvent, après 6 mois, 1 année qui sont dans l'entreprise, ils vont dire « Ah mais... on n'a pas grand-chose, on ne propose pas grand-chose. » Puis moi, j'ai reçu généralement la liste des avantages avant. Puis je dis, mais il n'y a pas ça? Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Puis ça, ah oui, c'est vrai. Puis en fait, les choses qui ressortent ne sont souvent pas du tout celles qui ont été indiquées au début. Donc il y a un peu cette différence à faire. Ouais, donc si j'ai bien compris, en fait, c'est d'aller tâter le terrain, voilà. Et puis ensuite, c'est aussi de rendre visible peut-être des choses dont les gens n'ont même pas forcément conscience qu'ils ont ça dans leur propre entreprise. Ça, au niveau de la communication, ça va être un des pans ultra important, c'est comment je communique justement sur ces atouts, ces éléments qu'on met en avant. Alors justement, communication externe, du coup, comment on communique, si je puis dire? Et avant de rentrer dans la communication externe, un élément que j'aimerais rajouter, c'est que dans les piliers des différents piliers, on retrouve les avantages, on retrouve la culture d'entreprise, qui est un pan super important. Donc, quelle est ma culture, comment je la définis? Et par définition, le terme culture, ça veut dire entretenir quelque chose. C'est pas forcément... Alors oui, c'est naturel, il y a des choses organiques qui se passent, mais ça veut aussi dire qu'est-ce que j'arrose, qu'est-ce que je plante, comment j'entretiens en fait mon jardin quelque part ou mon champ pour que ça en devienne une culture. Ouais. Et ça, c'est un pan super important. Il y a l'environnement de travail, que ça soit les locaux, que ça soit le contexte, que ça soit le bien-être au travail. On retrouve vraiment ces éléments aussi de développement de carrière, comme on l'a dit. Donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut s'arrêter, puis regarder, OK, moi, j'en suis où sur ce sujet-là? Évolution de carrière, comment on fait ça chez nous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est tacite et puis il y a des choses qui se passent, mais on ne l'a pas normé, on ne l'a pas exprimé? Ou, ah oui, OK, on a mis en place un processus qui est clair, qui est communiqué et qui est du coup su et connu par tout le monde et partagé. Donc ça va vraiment être super important avant d'aller dire, bon, maintenant, OK, on a fait l'état des lieux, on sait ce qu'on fait, comment on communique? Alors, comment on communique? Déjà, c'est de se dire pourquoi on communique. D'accord. Avant de dire comment on communique. Okay. Moi, j'aime bien la stratégie. Alors, peut-être que toutes les agences de marketing et de communication vont dire « Oh là là, comme c'est simpliste !» Mais je la trouve tellement simple, cette approche. C'est de poser nos 7 W. Alors là, je fais appel aux connaissances. Wagon, Je fais appel aux connaissances d'allemand de chacun. Non, pas wagon. Ver, wie, was, warum, wofür, wie viel, wann. Okay. Donc de se dire, qu'est-ce que je communique?
pourquoi je communique, à qui, quand, Mhm. comment, combien ça va me coûter. Et il y a vraiment, si on répond à ces 7 vieux W, ou on peut les faire en anglais aussi, qui sont les 5... Enfin, il y a du H, enfin bref. Moi, je trouve que le 7W, mémotechniquement, c'est facile à s'y répondre. Donc d'abord, on se pose la question, pourquoi? Dans quel objectif? Donc si je n'ai pas déjà identifié mes objectifs tout au début, et mes KPI, pour dire un mot en jargon, donc mes indicateurs clés de performance, à savoir peut-être la rétention, donc quels sont mes chiffres de turnover, l'attractivité à l'externe, donc le nombre de postulations reçues, les visites sur mes pages des réseaux sociaux, pages carrière, etc., mes conversions, le temps que je mets pour recruter, par exemple. Donc j'ai posé ces KPI-là qui vont être mes objectifs de communication. Si je veux, par exemple, attirer plus de candidatures, ben, je vais pouvoir poser une stratégie sur l'attractivité de l'employeur sur ses offres d'emploi. Donc c'est ces questions-là, juste prendre de la distance un peu par rapport à OK, maintenant je communique et j'y vais à go live. Et je le dis parce que j'ai eu pas mal d'entreprises qui me contactent et disent alors Fanny, on vous contacte parce que vous êtes l'experte, on aimerait faire une campagne TikTok. Ah, mais pourquoi tu veux faire du TikTok, quoi, ouais. Voilà, je dis ok, j'entends que c'est trendy, c'est sympa, c'est fun. Vous avez peut-être même, souvent je découvre, c'est parce qu'il y a un concurrent qui est dessus, puis qu'ils disaient merde, moi je veux aussi être dessus. Et si on fait un pas en arrière, de dire c'est qui votre cible? Vous adressez à qui? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? 50 et plus, TikTok un peu moins, quoi. Moins. Ouais. Et puis aussi de se dire, est-ce que TikTok c'est le bon canal pour de la conversion vers de la postulation? Probablement pas. Est-ce que c'est un bon canal d'awareness, donc de notoriété auprès d'une population? Allez, ça a augmenté un petit peu ces derniers temps en termes d'âge, montant jusqu'à 25 ans, 30 ans, mais ça répond à cet objectif-là. Et si c'était pas l'objectif qu'on s'était fixé à la base, ben ça sert à rien de perdre du temps et de l'énergie. Donc voilà, il y a quelques questions vraiment pour poser les bases et puis pouvoir nous aider à prendre des décisions par la suite, sans devoir chaque fois se dire « Ok, on fait ci, on fait ça, ok, il faut qu'on valide ». Non, une fois qu'on a validé notre base, après ça déroule en fait. Ouais. Et ça va être super important. Donc le comment on communique déjà, c'est pourquoi on communique, à qui. Donc on pose ce qu'on appelle des personas. Donc, je m'adresse à qui? Quel est ce groupe de personnes? À quoi ils ressemblent? Quelles sont ses caractéristiques? Quel genre de médias ils utilisent, ils consomment au quotidien? Alors peut-être persona, ce serait un peu le stéréotype de ma cible, à qui je veux... Si je devais le définir et le décrire, quel serait mon stéréotype de public cible, quoi, d'une certaine manière. Et je dirais mes stéréotypes de public cible ou mes personas, parce qu'on ne va pas s'adresser la même chose à, par exemple, je donne un exemple de persona, c'est les jeunes diplômés. Donc, ok, ils sortent de quel type d'école, quel genre de tempérament ils ont, quel âge ils ont, où ils habitent. Enfin, on peut vraiment aller dans une définition, mais ça ne va pas du tout être la même chose que mon persona qui est... 50 et plus. 50 et plus, ouais. Qui est un persona magnifique, parce que du coup, il vient aussi répondre à une problématique de pénurie. Ouais. Donc ça, peut-être qu'on en parlera, mais où sont les talents? J'aime pas trop ce terme talent, mais où sont ces personnes? Les potentiels, en tout cas. Oui, ils sont où? C'est qui et ils sont où? Donc ça va être super important. Et notamment, de se dire, est-ce que je peux sortir du cadre un petit peu? Ou est-ce que je recrute à la compétence et à l'expérience uniquement? Est-ce que je peux me dire que recruter à la compétence et à l'expérience a un pouvoir prédictif de 1 à 3%, alors que quand je recrute à la créativité, capacité d'adaptation, capacité de vision d'ensemble, etc., qu'on est à cheval vers presque les soft skills, ça a une capacité de prédiction de 60%. C'est-à-dire peut-être que je peux ouvrir un petit peu les possibles. Ma manière de voir les choses. Et je suis obligée d'apprendre là-dessus parce que je trouve cette information tellement pertinente. L'OCDE annonçait il y a une trentaine d'années qu'une compétence était valable 30 ans. Donc on recrutait effectivement à la formation, à l'expérience, c'est normal. Aujourd'hui, ils annoncent qu'une compétence est valable 3 ans. 3 ans. D'accord. Donc déjà, si on regarde un CV, des expériences qu'on a pu ou des formations qu'on a pu faire il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sont quasiment pour la plupart obsolètes en termes de contenu. Je ne dis pas en termes d'état d'esprit, de vision, de capacité d'analyse, mais en tout cas en termes de compétences clés ou hard skills, c'est obsolète. Donc ça, c'est une première chose. Donc déjà de reconsidérer peut-être les profils un peu différemment. Et l'autre chose, ça veut dire que la formation est super importante. Si on se dit qu'on n'a pas
des compétences dans l'entreprise et que recruter une personne peut prendre jusqu'à 1 année, 2 ans, suivant le poste et la spécificité du poste, peut-être qu'en fait, on a quelqu'un à l'interne qui est super engagé, qui connaît la culture, qui correspond à l'entreprise, qui lui manque cette compétence, ben on le forme. Dans 3 ans, potentiellement, il l'a. Donc, ces questions de mentoring, de formation, d'évolution de compétences, ça va être super importante. Ouais, et là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi ce côté d'être très à la page et d'être vraiment dans la veille. Donc, C'est ça. on revient sur Café Connection qui est très important. Oui. Donc, ce côté réseautage, savoir ce dont a besoin le terrain et puis être ouvert en fait aux nouveautés en termes de recrutement, de ce qui existe, etc. Et puis après, donc, d'aller le communiquer en disant, ben voilà, du moment que j'ai bien ciblé, je sais ce que je peux faire. Ce que je peux chercher. Est-ce que, tu sais, parfois on entend parler qu'on peut, entre guillemets, je dis bien des guillemets, utiliser guillemets, les collaborateurs, justement peut-être pour faire du recrutement actif, parce qu'ils ouvrent leur réseau ou ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses que tu trouves pertinentes ou bien est-ce qu'il y a, par rapport à l'utilisation, pardon, toujours pour le terme, pour les collaborateurs, il y aurait des choses qui pourraient être faites? Je pense que comme tout sujet, c'est une question de comment on le fait, quelle est l'intention derrière. Effectivement, si une entreprise est dans cet espace de dire je vais utiliser mes collaborateurs pour faire mon travail, Ouais, ça craint un peu, on est d'accord. de base, ça va mal se passer. De base, ça va mal se passer. Par contre, si on est dans cette compréhension que nos meilleurs ambassadeurs, c'est justement nos collaborateurs, que c'est eux qui, au repas de famille le dimanche, disent « Ah bah, ma boîte, elle m'a offert ça » ou « m'a valorisé sur ce sujet » ou au contraire « Oh, j'ai pas envie d'y retourner demain, quelle horreur, on me traite vraiment comme de la merde ». Oui, ils véhiculent un message. Et là, ben, c'est le repas de famille de dimanche, ça va. Mais quand c'est sur un réseau social, quand c'est sur un Glassdoor, quand c'est à tel endroit ou dans telle conférence, etc., ben, l'impact peut être très vite très négatif. Donc de prendre conscience à quel point tous les collaborateurs sont les vitrines de l'entreprise, mais pas au niveau marque employeur uniquement, au niveau tout court. Global de la boîte. Ouais. De l'entreprise tout court. Donc déjà, cette prise de conscience-là. Si on est d'accord avec ça, déjà, on a envie de mieux traiter nos collaborateurs, évidemment, de se dire, bon, ben, je vais en prendre soin quand même. Et l'autre chose, c'est quand on fait, donc on appelle ça de la stratégie employé-ambassadeur, ou employee advocacy, qu'on entend beaucoup, c'est de comprendre que ça reste un être humain, qui a une liberté d'expression, qu'on doit lui laisser cette liberté-là, qui peut dire ce qu'il veut, comme il veut, c'est de le sensibiliser sur les impacts potentiels de ce qu'il dit et comment il le dit. Donc on fait de la sensibilisation et de la formation. On monte ces personnes en compétence sur comment on communique, son personal brand. Et il y a des jargons un peu en anglais, et je n'ai pas envie de m'excuser parce que ça fait partie des vocabulaires, mais de se dire, OK, what's in for me? C'est quoi mon intérêt en tant que collaborateur de parler de ma boîte? C'est quoi? Pourquoi je le fais? Alors, certaines entreprises vont payer. Donc, mon intérêt, c'est de recevoir de l'argent si je le fais. Et d'autres, ben, comprendre que ça les positionne, c'est du personal branding. Si la personne, elle est capable de s'exprimer correctement sur LinkedIn, par exemple, qui est une magnifique plateforme de visibilité professionnelle, que cette personne peut communiquer sur des sujets qui l'intéressent, que les gens qui lisent ce qu'il fait disent « Ah, mais il est pertinent !» Ah, il travaille pour telle entreprise, ça a un impact direct sur la marque employeur de l'entreprise. Par contre, si on a un collaborateur qui fait que de reposter des offres d'emploi un peu en mode j'ai une bouteille que je lance à la mer et voilà, ça va peut-être agacer l'audience, ou en tout cas désintéresser l'audience. Les impacts ne seront pas là et personne n'est gagnant dans l'histoire. D'accord. Donc c'est un peu comment on le fait. Et les questions de cooptation, donc ça c'est quand on recommande quelqu'un de venir rejoindre l'entreprise. Il y a plusieurs approches. Il y a les approches naturelles, donc oui, on recommande volontiers quelqu'un, puis c'est tout. Il y a les approches payées, où un collaborateur, certaines industries payent jusqu'à... Moi, j'ai entendu jusqu'à 15 000 francs le collaborateur qui ramène une personne dans l'entreprise. Et ça peut choquer comme ça à premier abord, mais en même temps, si on paye une agence de placement, par exemple, au bas mot, on va payer 15 000 francs, suivant le profil. Hein. Tout à fait. Donc, il y a forcément une économie du point de vue de l'employeur à ce niveau-là. Mais c'est à prendre avec des pincettes, à vraiment bien communiquer, à expliquer aussi aux personnes qui recommandent que la personne va quand même passer un processus de recrutement classique, que si ça colle pas, ben ça colle pas, personne n'est responsable
de quoi que ce soit, que la personne ne doit pas le prendre personnellement si son ami n'est pas engagé ouais. ou au contraire n'est pas responsable de son ami qui est engagé. Donc si l'ami fait une erreur ou quoi que ce soit, c'est pas la responsabilité de la personne qui l'a recommandé. Et tout ça, ça amène des questions de communication, d'accompagnement, et c'est souvent là que ça pose problème dans les entreprises. Ouais. Et donc ça, ce seraient les différentes étapes par lesquelles il faudrait passer. Quelles sont, à ton avis, les dernières tendances, un peu par rapport à cette marque employeur? Tu vois que ça se dirige vers quoi, en fait? Alors, si je regarde aujourd'hui, on est 2024, tendance marque employeur, donc déjà, revenir sur les bases. Parce qu'on a tendance à justement tomber très vite dans la trend, typiquement de faire des campagnes de recrutement sur TikTok, et qu'on n'a pas la base. Et de se dire, OK, c'est quoi mes bases? C'est mon EVP, qui suis-je en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde le vit et le sait? Et est-ce qu'on n'est pas dans ce que j'appelle le bullshit ou la paillette? Ouais. Donc on vit ce qu'on annonce et... C'est authentique, c'est vécu. Ouais. Donc ça, c'est le premier point de la base. La deuxième base, c'est est-ce que je suis au fait de l'état actuel de mes collaborateurs. Donc, on fait des enquêtes de satisfaction assez régulières. C'est pas parce qu'on en a fait une il y a 5 ans qu'elle est représentative aujourd'hui. Donc, je prends le pouls. D'accord. Ça, c'est la deuxième base. Est-ce que les choses que je souhaite communiquer sont d'abord bien communiquées à l'interne? Est-ce que c'est clair à l'interne? Est-ce que les gens savent quels sont ses avantages, les opportunités de carrière, comment on recrute, qui on recrute, etc. Donc, je couvre déjà ça. On est déjà pas mal. Ensuite, à l'externe, est-ce que j'ai un site carrière? Est-ce qu'il est représentatif de qui je suis aujourd'hui? Est-ce qu'il me rend justice, qu'il me remet en valeur? À quoi ressemblent mes offres d'emploi? Est-ce que j'ai envie de postuler à mes propres offres d'emploi? C'est pas de moi, mais quelqu'un disait, si c'est chiant à écrire, ça sera chiant à lire. Pas faux. Donc, je couvre un peu ces basiques-là. Là, on est déjà pas mal. Et ensuite, on peut regarder, effectivement, dans des choses un peu plus trendy, à savoir, enfin trendy non, mais importantes en tout cas, dans un deuxième temps. Quelle est mon expérience collaborateur et mon expérience candidat? On parle de UX dans le jargon produit ou marketing. Quelle est l'expérience que je propose à un candidat quand il arrive sur une offre d'emploi, quand il arrive sur un site carrière, au moment où il postule, parce que là c'est la foire, c'est la foire aux horreurs parfois, où un processus de candidature prend des heures, où on a l'impression d'avoir perdu 25 fois notre dossier, et puis qu'on ne sait pas si c'est bien parti, puis qu'en fait, on doit remettre nos informations. Puis quand je challenge des fois les entreprises là-dessus, je me dis, oui, mais comme ça, on a les plus motivés. Non, vous avez les plus désespérés. Donc, de pouvoir aussi se dire, quelle expérience je propose aux candidats, parce que c'est potentiellement représentatif de ce que vous proposez à l'interne aussi. Puis c'est déjà une image, en fait, que tu donnes. Si tu reçois mal les gens qui arrivent, forcément... Est-ce que je réponds à aux candidatures ou pas? Il y a des outils incroyables qui existent aujourd'hui qui permettent de répondre de manière personnalisée à toutes les candidatures. Donc de dire on n'a pas le temps, pour moi, c'est pas une bonne réponse. Le digital a des avantages. Le digital a des très bons avantages. Et maintenant, je suis obligée de mentionner l'intelligence artificielle, des chats GPT pour n'en nommer qu'un, qui permettent de faire des miracles en termes de création de contenu, entre autres. Donc de pouvoir aussi avoir des réponses pertinentes, où on n'a pas passé peut-être 3 heures à rédiger la réponse, mais qui soient quand même... Vous avez donné l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que c'est l'humain qui donne l'input pour qu'ensuite ça soit retravaillé. Donc utilisons ça. Donc là, on peut s'intéresser à ces questions-là, on peut s'intéresser à la data. Donc quelles sont les données que j'ai sur mes collaborateurs ou sur des potentiels candidats et qu'est-ce que je peux en faire? Comment j'utilise cette data? Si je regarde, je donne un exemple sur le côté externe, donc candidature. On parle de vivier de candidats, on va parler de CRM candidats, comment j'entretiens ce lien avec eux, et à partir de la data, de savoir c'est qui ces gens, ils viennent d'où, quel genre d'informations je peux retirer de ça, pour pouvoir aller aussi en chercher d'autres ailleurs. Et on prend une audience, on peut dupliquer ces audiences-là. Ça peut être super intéressant. Puis ça donne des liens avec ton persona dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Donc de pouvoir s'intéresser à ça va être... une dimension importante. Évidemment, de toutes les questions qu'on appelle de D&I, Diversity and Inclusion. Donc, ces questions d'inclusion, d'inclusivité, de diversité. Et diversité, je dirais vraiment plus large que genre ou mixité orientation. voilà. Globalement, et là, maintenant, c'est vrai que les sujets
qu'on parle beaucoup, c'est les personnes qui ont des TDAH, les personnes qu'on appelle les zèbres, voilà, qu'on dit comment est-ce qu'on peut inclure, et les entreprises, elles sont pas bêtes, elles savent à quel point c'est pertinent pour elles aussi De les engager. d'engager ce genre de personnalité. Et en plus, le marché montre qu'il y a de plus en plus de profils comme ça. Alors peut-être qu'ils existaient avant, puis il y avait moins d'étiquettes, c'est possible, mais il y a aussi une sorte de fonctionnement cérébral et personnel qui a évolué, qui a changé. Donc comment je fais en tant qu'entreprise pour pouvoir inclure, toucher, engager ces personnes-là? Donc ça va être un sujet. Les sujets de RSE restent un sujet phare, donc responsabilité sociétale et environnementale. D'accord. Et moi, mon super grand warning que je répète à chaque fois, c'est attention au bullshit, vraiment. Ouais, donc c'est vraiment, on incarne ce qu'on annonce, on le fait effectivement. Oui. Et puis en définitive, si j'ai bien compris, tu n'as pas forcément obligé d'avoir un service RH pour pouvoir le réaliser. En fait, même si tu as une petite PME, c'est faisable. Toute cette réflexion-là, cette métacognition, si j'ose dire, le fait de réfléchir sur ce qu'on est en train de faire, finalement, c'est utile pour tout le monde, quoi. C'est non seulement utile pour tout le monde, et c'est de l'ordre de la responsabilité d'une direction. Vraiment. Et ça va être, j'ai envie de dire, la clé de voûte ou l'élément phare. C'est est-ce que la direction, si on est dans une structure pyramidale, évidemment, quand on est à la crassie, c'est un peu différent, mais est-ce que les personnes tout en haut de la pyramide sont au clair avec ces questions-là et les prennent au sérieux? Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on peut fermer le chapitre. Et en même temps, si on fait du management, ce serait quand même le b.a.-ba. Ah ben c'est ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Donc, de voir ce qui se profile 2024, c'est vraiment quelles sont les avancées technologiques. Ouais. Donc ce côté digital, vraiment numérique, ça c'est super important. Ouais. L'IA. L'IA, ouais. L'IA. En tout cas, faire de la veille là-dessus. Faire de la veille, et non seulement de la veille, on va dire, comme outil qu'on peut utiliser, qu'on peut intégrer, qui peut nous faciliter la vie, mais aussi redéfinissons ce que c'est une compétence aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux passer un entretien d'embauche, par exemple, pour coder, donc comme développeur. Je pourrais aller avec une IA et répondre à toutes les questions qu'on me pose grâce à l'IA. Est-ce que je suis une imposture ou est-ce que je sais utiliser un outil qui est à ma disposition? Et ça, c'est des questions fondamentales parce que ça redéfinit qu'est-ce qu'une compétence, qu'est-ce qu'un talent, qu'est-ce qu'on recherche. Et voilà. Et donc, si les RH aujourd'hui ne se posent pas ces questions-là, ça peut poser problème dans les mois, années à venir parce que ça va très, très, très vite. Donc, c'est vraiment cerner la compétence. Qu'est-ce que je suis en train de rechercher? Et ensuite, voir en fonction. Parce que c'est vrai qu'effectivement, si, admettons, on utilise l'IA pour rédiger une lettre de motivation, est-ce que l'objectif, c'était de voir comment la personne se met en avant ou est-ce que c'était de voir ses qualités rédactionnelles? Ce n'est pas les mêmes objectifs. Les deux se valent et puis voilà, quoi. Et là, honnêtement, on est en train de rebattre des cartes qui sont, moi, je trouve fascinantes. Oui. Pour d'autres, effrayantes. Et j'aime bien dire, OK, voyons qu'est-ce que ça peut amener à l'humanité. Alors, si on prend vraiment une réflexion là presque humaniste, de dire si je ne suis pas cette compétence, si je ne suis pas celle qui sait écrire ou celle qui sait coder ou celle qui sait, etc., je suis qui? C'est quoi ma valeur ajoutée dans le monde? Alors que là, c'est très personnel, mais je pense que ça amène ce genre de réflexion-là. Et du coup, les RH qui se posent aussi ces questions, qui peuvent anticiper, puis qui peuvent former leurs collaborateurs à l'arrivée de tout ça. C'est bénéf. Vraiment. Si maintenant on devait imaginer la boîte à outils, par rapport à ce qu'on vient de discuter, il y aurait quoi dans cette boîte à outils? Déjà, j'y mettrais le processus global quand on pense marque employeur, quelles sont les différentes étapes. Donc, en soi, d'avoir les étapes, c'est pour moi déjà un outil. Donc, la première étape, de faire cet état des lieux, cet audit, de poser le pourquoi on fait les choses, qui je suis, quel est mon ADN en tant qu'entreprise, et de savoir pourquoi est-ce qu'on met ça en place comme stratégie. La deuxième, c'est quoi mon EVP, ma PVE, mes piliers, comment je les présente, comment je les écris. La troisième, comment je communique à l'interne, à l'externe. Comment est-ce que je peux mettre en place une stratégie d'employé ambassadeur, justement. Comment j'utilise mes canaux à disposition, et des canaux qui peuvent être autant digitaux que physiques. Peut-être qu'on ne l'a pas mentionné, mais de dire une entreprise, par exemple, de transport, un camion, est un outil de communication super visible où on peut exprimer, voilà, je recrute, etc. Ou aller voir nos pages carrières. Voilà, de penser où sont les gens, qui sont mes personas et comment je peux toucher ces publics cibles-là. Comment je communique.
Quels sont les quick wins que je peux mettre peut-être en place aussi, hein, parce que des fois, on peut avoir l'impression que c'est une grosse machine qu'on met en place, alors qu'en fait, il y a des choses qu'on peut vraiment mettre en place rapidement. Donc, quel est le premier petit pas qui m'amènera à... C'est ça. Et là, c'est aussi satisfaisant de dire les choses bougent et avancent. Donc, j'établis un peu mes quick wins possibles, je planifie. J'utilise évidemment les outils que j'ai à disposition, hein. Les réseaux sociaux, c'est top pour ça, c'est top. Donc, j'utilise ça. Et surtout, cette dernière étape qui est super importante, j'évalue les résultats. J'ai des KPI, donc j'ai réussi, pas réussi. Ça a marché, ça n'a pas marché. Et en fait, cette processus, ce disque-là, moi, j'aime le voir en rond parce que c'est quelque chose d'itératif. D'accord. Donc, c'est en fait, pas une ligne. Ouais. Et donc, une fois que j'ai vu mes résultats, que j'ai pu voir, OK, ça marche pas, OK, en guillemets, je recommence pas depuis le début, mais je refais un cercle, je réexpérimente et j'y vais comme ça. Et j'adapte, je change, c'est dynamique, ça bouge, quoi. Et j'adapte. Donc ça, c'est pour moi l'outil le plus important, d'avoir cette vision et cette compréhension globale. La deuxième chose qui fait partie notamment aussi des quick wins, c'est je check ma page carrière. Ouais. Il y a un moment donné où c'est pas possible. D'ailleurs, des fois, il y a des entreprises où je les ai un peu à l'ego, dans le sens où je leur dis, vous êtes ça, avec cette ampleur, ce rayonnement, cette aura, et c'est ça qu'on voit de votre carrière. C'est vrai que c'est voilà. Scandaleux. Troisième point, vos offres d'emploi. Et là, c'est super simple de pouvoir sortir du lot avec une offre d'emploi qui donne envie. Simplement même d'utiliser la méthode AIDA, que certains connaissent, peut-être qui ont fait du marketing. Comment j'attire l'attention, je suscite de l'intérêt, je génère un désir pour que la personne passe à l'action. Ouais. Est-ce que ça me fait rêver finalement? Quand je regarde mon annonce, est-ce que ça me vend du rêve ou... Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est sexy ou pas, quoi? Et peut-être que ça me fait le lien justement avec un mot qu'on n'a pas utilisé parce que des fois c'est un peu trop galvaudé, c'est l'authenticité. Ouais. Donc, faire rêver, oui, mais faire rêver sur des choses réelles. Ouais, comme toujours, allez, on sait, on crée, on est authentique et on le dit. C'est important. Et donc, dans ces offres d'emploi, c'est pas une liste au Père Noël où on veut toutes ces compétences. Avec 25 tâches. Souvent, on cherche le mouton à 5 pattes. Le mouton à 5 pattes. Alors là, même un mouton éclopé, aujourd'hui, on le prend tellement il n'y a pas de tâches sur le marché. Donc, on rédige différemment ces offres d'emploi. On pense son offre d'emploi. Et aparté sur le sujet, si vous voulez attirer aussi plus de femmes, par exemple, alors on ne va pas pouvoir aller convaincre toutes les femmes de la Terre de postuler et de se dire « oui, j'ai les compétences, oui, je suis légitime, donc je peux le faire ». Le chiffre, c'est une femme va postuler à une offre d'emploi si elle correspond à 100% des bullet points, des critères. Voire 120 même. Moi, je dis toujours 150 parce qu'on s'est toujours rajouté un de critères supplémentaires. Et les hommes, les statistiques disent que c'est à 60%. Merci, continuez, messieurs. C'est vraiment pas du tout une critique. Bien au contraire, c'est, mesdames, inspirons-nous. Postulez quand même si vous n'avez pas 100%. Mais comme on ne peut pas changer la perspective ou la perception de toutes les femmes, on peut changer l'offre d'emploi. Oui. Donc, on ne va pas mettre 10, 15 bullet points. On va peut-être en mettre les 3 sine qua non. Plus importantes. Et puis le reste, on rédige différemment en texte. Ouais, on donne envie. Ou peut-être qu'on ne va pas utiliser des mots comme diriger, imposer, mais fédérer et construire. Et c'est tout cet état d'esprit de qu'est-ce que moi je peux changer dans ma manière de communiquer pour attirer les bonnes personnes. Ouais. Alors, tu parlais de compétences tout à l'heure, et puis j'aimerais... je suis curieuse, quoi, parce que on parle pas mal de math skills aujourd'hui, et comme j'ai dit en préambule, quoi, tu fais de l'haltérophilie, et puis tu es donc multi-entrepreneur. Mais qu'est-ce que l'haltérophilie, finalement, t'apporte ou t'a apporté dans ton parcours professionnel? L'haltérophilie et ce qu'on appelle le powerlifting, donc plus orienté force, sont des pratiques qui demandent de la force, évidemment, qui demandent de la concentration, qui demandent beaucoup de multi-compétences. Si on veut faire de l'haltérophilie, qui est un des mouvements les plus difficiles, qui va être l'arraché, donc où la barre est au sol et on doit arriver à la remettre au-dessus de la tête sans pause au milieu, ça demande vraiment beaucoup de compétences et de concentration. D'accord. Donc moi, ça m'a aidé à développer ma concentration, mon focus. Donc, si je ne suis pas concentrée sur ma barre, sur ce que je suis, sur ma position, sur où je regarde, puis que je suis en train de penser à mon prochain client, ma course la liste de courses, j'y arrive pas, c'est clair. Donc, concentration, focus, concentration, focus. Ancrage. Ah, on le retrouve, cet ancrage. Il faut être bien là dans ses pieds pour pouvoir y arriver. Et puis, cette notion de force, moi, j'ai vu que ça m'avait clairement aidée quand je donne notamment je donne beaucoup de conférences, je dois parler à des centaines de personnes ou dans un comité restreint des personnes en guillemets influentes.
ça me permet de rester justement ancrée, Ouais. d'être là, de pas me laisser envahir par soit une émotion, soit une atmosphère ou quoi que ce soit, et de stand out, de ressortir vraiment, même physiquement, et énormément de choses passent par le corps, bien plus que ce qu'on peut imaginer, et bien plus que ce qui peut passer par la parole. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer? Quelle est l'aura que j'ai envie de pouvoir transmettre à quelque part ou de rayonner pour faire passer mes messages d'une certaine manière et me faire entendre. Et là, ça m'a énormément aidée, du coup, sur une question de confiance aussi, hein, c'est clair. La même chose pour les talons. Vous allez souvent me voir en talons parce que ça m'aide dans ma posture. Aujourd'hui, dans l'état actuel de ma vie et de ma carrière, c'est des outils qui m'aident encore. Et peut-être que si on en reparle dans 10 ans, moi, je suis tout le temps à plat, aucunement besoin de talons. Ouais. Probablement. Mais je vois que c'est des petites astuces qui m'aident aussi à pouvoir prendre cette place, discuter avec des conseils d'administration et de me faire entendre et de me faire respecter aussi, accessoirement. Donc c'est là qu'intervient l'haltérophilie. L'haltérophilie, super. Et on se souvient de moi en général quand tout d'un coup c'est mentionné dans une discussion. On fait, ah oui, vous êtes la fille qui fait de l'haltérophilie. Oui, ça peut être suscité des vocations, pour savoir. Ouais. En tout cas, Fanny, un tout grand merci pour ce moment que nous avons partagé toutes les deux autour de la marque employeur. Merci à toi. Toute belle journée. Belle journée, merci. Vous appréciez le podcast Tipeee Talks? Alors n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant et en le partageant autour de vous.